Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a des news très intéressantes ce mois cette semaine-ci, avec des news au niveau IA, avec notamment Genie 3 de Google qui est franchement impressionnant, ChatGPT 5 aussi qui est sorti. Vous avez Battlefield 6 qui est sorti en bêta, il y a des choses plutôt intéressantes à dire au niveau optimisation. Vous avez aussi des nouveautés au niveau carte graphique, on a deux nouvelles cartes graphiques de la part d'AMD qui ont été annoncées, mais je pense que pour la plupart des gens ce ne seront pas les plus intéressantes. Et puis d'autres news en tout genre, vous avez une table des matières dans la description, sautez vers le sujet qui vous intéresse le plus et commençons justement tout de suite. Et j'aimerais commencer tout de suite par rappeler le fait que je vends quelques produits tech pour ceux qui seraient intéressés, vous avez un document dans la description. J'ai revu un petit peu les prix de certains produits parce que je me suis dit, visiblement, personne ne semble intéressé, donc peut-être que c'est juste trop cher. Donc j'ai baissé un petit peu les prix, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a notamment le Blade 18 qui est toujours en vente pour ceux qui seraient intéressés. Et là, il est vraiment à un prix concurrentiel selon moi, surtout par rapport au prix des nouveaux ordinateurs en RTX 5000 qui coûtent la peau des fesses et qui sont 10% meilleurs. Donc ouais, je pense que ça vaut largement la peine. Et puis d'autres trucs en tout genre. N'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé. Commençons justement avec la news du fait que Genie 3 est sorti et a été annoncé par Google. Et c'est un modèle d'IA qui est assez différent de ce que vous avez pu voir jusqu'auparavant. Alors il remplace Genie 2 qui fait un petit peu la même chose. Mais ici, ce n'est pas une IA générative qui va faire des images ou même des vidéos. Elle va littéralement générer un monde, ou plutôt un monde persistant. Donc là, il y a des exemples ici qui mettent en bas, qui illustrent assez bien. La personne qui contrôle, c'est un être humain, hein, il utilise les flèches, comme vous pouvez voir, pour aller en avant, vers la droite ou autre chose. Il peut même bouger sa vie avec une souris. Mais tout ce que vous voyez est généré par l'IA. Donc, elle génère un monde en direct selon un prompt que vous lui donnez et elle continue de générer peu importe là où vous vous déplacez dans le monde. Et le plus intéressant, c'est qu'il y a la persistance de ce monde. Il se souvient de ce qu'il a déjà généré. Donc, si le mec qui contrôle ça tournait la vue et remettait la vue vers le volcan serait toujours exactement le même. Donc, pour ceux qui se souviennent, il y avait eu ça avec Minecraft, là. Oh, ça fait plus d'un an maintenant. Vous aviez un site web qui était sorti où c'était juste une IA générative qui faisait un pseudo-monde Minecraft. Et c'était intéressant, mais c'était très buggé. Genre, si on tournait la vue, puis on retournait, tout était à nouveau différent. Donc, il générait vraiment en direct tout le temps. Ici, non. C'est vraiment persistant et c'est très impressionnant. On peut le voir d'ailleurs dans leurs vidéos qu'ils ont sorties, et notamment avec ici. Là, vous regardez, ça pourrait être Paint Simulator 2025, hyper réaliste. Alors, on voit que c'est toujours... alors déjà, ça génère en 720p maximum. Donc forcément, ce sera un petit peu... voilà, ça va manquer de pixels. Et là, du coup, la vidéo fait un petit peu genre... Comme souvent les IA génératives, ça fait très lisse. Ça fait un petit peu peinture à l'huile ou je ne sais quoi. Mais comme vous pouvez voir, avec notamment la peinture ici, il a mis en peinture de lui-même sur le mur, et même quand il revient sur la vue, on voit toujours ce qu'il a mis en peinture juste avant. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ça, selon moi, ça montre clairement une vision de l'avenir où on pourrait juste avoir des jeux vidéo où on met juste un prompt, on est en mode « je veux rejouer à GTA San Andreas, mais avec des graphismes beaucoup plus réalistes », et hop, l'IA génère automatiquement tout ça, et on peut jouer à un propre monde qu'on a généré nous-mêmes, avec aussi des avancées au niveau de la VR et tout ça. Au final, on serait basiquement dans Ready Player One. Et il y a des pour ça, il y a forcément aussi des contre. Déjà aussi pour le développement de jeux vidéo, il y a des contre parce que tous les artistes qui en temps normal feraient des modèles, des textures et tout ça, ils n'ont plus de travail ici. Après, vous pourriez argumenter que leur travail deviendra plutôt de travailler sur les prompts, diriger une IA pour créer ce monde-là. On peut aussi imaginer que l'IA est utilisée pour générer le monde, mais après, le monde n'est plus généré par IA en permanence. Il le crée une seule fois, il génère un monde, et puis après, un artiste repasse derrière et rajoute la touche humaine, selon moi, rajoute les petits détails que seul un être humain pourrait rajouter, et peut-être aussi un scénario complexe, et puis après, vous avez un jeu vidéo. Donc ça, pour des développeurs indés, dans le futur, ce serait juste un outil qui leur permettrait de faire des jeux hyper complexes qu'auparavant auraient pris des centaines de personnes. Mais évidemment, vous avez l'autre côté de la chose où vous avez des développeurs qui vont juste en profiter pour virer tout le monde et juste utiliser une IA générative et puis mettre un maximum de loadbox et ce genre de choses. Donc, il y a toujours des choses incroyables et il y a toujours des choses dépressives, selon moi, avec n'importe quelle avancée technologique. Mais quoi qu'il arrive, c'est selon moi très impressionnant. Ensuite, on a ChatGPT 5 qui est sorti, et la grosse nouveauté par rapport à ChatGPT 5, c'est évidemment il est plus intelligent et tout ça, mais
Le plus intéressant, selon moi, c'est le fait qu'ils ont consolidé tous leurs modèles. Parce que si vous regardez à gauche, notamment, c'est le cas. Vous avez ChatGPT 4o, vous avez OpenAI O1, vous avez ChatGPT 4.5, puis vous avez OpenAI O3 et O4 mini. Il y avait plein d'IA que vous pouviez sélectionner quand vous alliez sur le site de ChatGPT. Et c'était assez complexe. ChatGPT 5, le but, c'est qu'il y ait juste ChatGPT 5. Et selon ce que vous allez lui demander, peut-être vous allez lui demander de faire du code pour une application ou autre chose, eh bien, il va utiliser le meilleur modèle possible pour justement générer ça derrière. Et donc, comme ça, vous n'avez plus forcément besoin de choisir parce que des fois, honnêtement, ça porte à confusion, hein. Si vous regardez là la liste, personnellement, je ne sais pas qui fait quoi le mieux. Il y a certains modèles qui sont vraiment entraînés pour le raisonnement, il y en a d'autres qui sont plus entraînés pour même leur créativité, il y en a qui sont juste meilleurs pour du texte, donc ce serait meilleur pour justement corriger même du texte, traduire, ce genre de choses. Donc chacun a un petit peu leur force. Donc ici, ChatGPT 5 permet de tout consolider en un. Maintenant, pour ceux qui ont déjà testé, apparemment, c'est... Voilà, des fois, il y a un petit peu, on va dire, il fait des phrases un petit peu simples ou il- c'est différent de ChatGPT 4 sur certains aspects. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça, justement. Il y a même des fois où juste ChatGPT 4 va vous donner des meilleures réponses. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Selon moi, OpenAI reste toujours un des leaders des IA et des LLM surtout. Mais il faut quand même le reconnaître. Il commence un petit peu à être à la traîne. Et il commence à se faire sacrément rattraper par d'autres entreprises, notamment Google avec Genie 3. Vous avez aussi leur IA générative de vidéo qui est impressionnante. Bon, c'est dû aussi au fait que Google a littéralement le plus gros catalogue de vidéos qui existe au monde en leur possession, qui est YouTube. Donc, c'est plutôt facile d'entraîner des IA sur des vidéos si vous avez littéralement toutes les vidéos du monde. Mais bon, quand même. Ouais, OpenAI, selon moi, devrait peut-être un peu plus travailler. Il y avait aussi une news comme quoi ils ont sorti, et c'est la première fois depuis 4-5 ans, ils ont sorti un modèle d'IA que vous pouvez faire tourner en local. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que jusqu'à maintenant, oui, tout ce qui est ChatGPT 4 et 4.5 et tout ça, le O1, O4O, je sais pas quoi, ben, tout ça, c'était forcément à travers leur plateforme. Il faut payer un abonnement. Ici, vous avez la possibilité de faire tourner une version plus simple, évidemment, mais vous pouvez le faire tourner en local. Et ça, c'est plutôt cool. Personnellement, je suis plus fan de ça plutôt que de faire tourner quelque part sur le cloud. Et honnêtement, je ne sais pas ce qui arrive avec mes données, je ne sais même pas ce qui arrive avec ce que je rentre. Au moins, là, si ça tourne en local, j'ai le contrôle total. Et maintenant, on passe au deal de la semaine, la catégorie préférée de tout le monde, évidemment. Surtout sur le commentaire du dernier Texama Show, j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'ils adoraient ça. C'est totalement faux, j'invente ces commentaires. C'est pas grave. Dans tous les cas, nous avons à nouveau le 9700X qui est de retour chez Amazon à 279 euros. C'est vraiment, pour moi, un CPU excellent à ce prix-là. Oui, le 9800X 3D est le top du CPU gamer à l'heure actuelle. Le 7800X 3D est pas trop mal aussi si vous pouvez l'avoir pas cher. Mais le 9700X se débrouille vraiment bien. Et si vous pouvez l'avoir pour 279 euros, c'est une sacrée économie d'argent que vous pouvez remettre dans plus de RAM, une meilleure carte mère, une meilleure carte graphique. Et là, ça fera plus la différence dans les jeux vidéo. Si vous pouvez vous permettre d'avoir un 9800X 3D, ok, let's go. Mais si vous avez un budget serré, 9700X, c'est selon moi le meilleur choix. C'est celui qui va vous en donner le plus pour votre argent, tout simplement. Et donc à 279 euros, on fait pas mieux. Il me semble juste le site qui est en Italie qui le fait encore pour légèrement moins cher, mais tous les autres sites l'ont à plus cher que 279 euros. Donc c'est vraiment un excellent deal là-dessus. Et c'est cool de le voir revenir. On a aussi toujours de l'écran. Il y a toujours plein d'écrans en promotion. Donc là, on a un Lenovo Legion R24, c'est un 23,8 pouces, 1080p, IPS, 180 Hz. Et vous l'avez à 99 euros. Donc franchement, une bonne marque, un bon écran. Il est pas cher, il supporte FreeSync. Si vous avez besoin d'un second écran et que vous en aviez marre qui tourne à 60 Hz, qui est... Parce que quand vous avez un écran 200 Hz surtout, que vous bougez votre souris, c'est hyper fluide, puis vous allez sur votre second écran et puis c'est tout saccadé. Oui, je sais, c'est très un problème genre de riche, hein, mais voilà, c'est un problème qui existe. Eh bien, c'est bien d'avoir un écran secondaire plus rapide. Ou sinon, si vous avez fait un petit PC pas trop cher et que vous voulez avoir un petit écran pour aller avec, voilà, c'est parfait pour aller avec. On a aussi, alors, ouais, là, c'est clairement pas pour tout le monde. Je sais que j'essaie de garder des deals au niveau hardware, PC, mais là, je l'ai vu, j'étais en mode, ah, parce que c'est le genre de deal que personnellement, j'aimerais acheter. Vous avez le objectif Tamron en 35 mm, 150 mm, f2.0 jusqu'à f2.8, qui est basiquement, c'est un super zoom que ça s'appelle ça. Un zoom, c'est
un objectif de caméra qui permet de tout simplement zoomer. Voilà, donc ça c'est mon bon vieux Sony Sony 24 mm 105 mm qui est incroyable. C'est mon objectif préféré et c'est un zoom normal. Un super zoom, c'est quand vous avez les avantages du zoom, mais en plus de ça, vous avez un aperture qui est très ouvert, qui est même similaire à des objectifs prime. Et pourtant, vous avez quand même la liberté de zoomer littéralement comme vous le voulez. Et ça, c'est le cas avec cet objectif-là. Beaucoup de tests ont été faits dessus. Il est excellent, franchement. Il a tout ce qu'il faut. Il est beaucoup moins cher que ce que offre Sony. Il y a même... Sauf Sony n'offre pas un objectif similaire à ça. Et du coup, là, vous avez une promotion. Il passe carrément à 1231 €. C'est une sacrée somme d'argent, mais pour ceux qui s'y connaissent en objectif, je peux vous dire que vous pouvez acheter une caméra, même 2000 €, mais c'est pas là où vous allez mettre le plus d'argent. Là où vous allez mettre plus d'argent, c'est dans les objectifs. Vous allez avoir besoin de différents objectifs et ça va vite coûter très cher. Donc là, un objectif d'une telle qualité pour 1200 €, c'est en réalité un très bon prix. Parce qu'à l'heure actuelle, il est vendu sur tous les autres sites à 1500, 1600, j'ai même vu à 1800 € sur certains sites. Donc là, l'avoir à 1231 €, c'est un sacré deal. C'est pas un aussi beau deal que le 24-105 mm que j'avais montré la dernière fois, mais quand même un très bon deal. Et personnellement, je suis pas mal tenté. Je n'ai pas cet objectif, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais c'est juste que 1231 €, c'est une sacrée somme d'argent. Je sais que ça va être un objectif qui va me durer de très nombreuses années et que je pourrais faire beaucoup de choses avec, mais on va être très, très honnête, ici, j'utiliserai plus pour de la photo. Et si j'utilise pour de la vidéo, je peux le justifier en me disant « Oh, c'est pour la vidéo, donc c'est surtout pour faire des bonnes vidéos. » Mais là, c'est surtout pour la photo, donc c'est pas forcément pour faire des vidéos. Donc, ce ne serait pas forcément très utile là-dessus. Aussi, il est extrêmement lourd parce que forcément, pour avoir un tel aperture, il y a une sacrée quantité de verre là-dedans. Il pèse plus d'1 kilo à lui seul, ce qui est un peu abusé à transporter avec vous pour aller prendre des photos. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Donc, si vous êtes intéressé par un super zoom Sony, n'hésitez pas. C'est franchement un objectif incroyable. Mais voilà, c'est un truc de très niche que je viens de montrer ici. Retournez à un truc plus moins niche. Vous avez un boîtier SSD M.2 NVMe. Donc, ça ne marche pas avec les SSD SATA. Tenez-en compte. Les SSD M.2 SATA, c'est pas la même chose. Ça ne marchera pas. Mais du coup, d'ailleurs, il montre ici... c'est marrant parce que le keying... Vous voyez, les SSD utilisent justement le keying des SSD SATA parce que vous avez deux encoches, alors qu'on voit clairement que le slot a une seule encoche, donc voilà. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est un petit boîtier qui est pas cher. Il a aussi le refroidissement qui touche le SSD avec un pad thermique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc là, ça peut être pas mal si vous avez un ancien SSD M.2 NVMe. Vous pouvez le recycler en tant qu'SSD externe. Ou si vous comptez changer votre SSD, je dois toujours faire une vidéo là-dessus parce que c'est hyper intéressant sur moi. Si vous avez acheté un ordi portable, il avait un SSD de 512 Go et vous êtes en mode « Ah, c'est pas assez », mais vous pouvez facilement passer à un SSD de 2 Tera, mais pour ça, vous avez besoin de notamment un boîtier externe comme ça pour mettre votre nouveau SSD dans le boîtier, vous transférez l'entièreté de Windows sur le nouveau SSD, puis vous remplacez le SSD de votre ordi portable que vous pouvez ensuite utiliser dans ce boîtier. Et puis voilà, vous avez migré. Mais vous avez besoin d'un petit boîtier justement comme ça. Donc si vous passez souvent, si vous êtes informaticien de la famille, c'est très utile d'avoir ce genre de boîtier selon moi. Ça permet aussi juste de récupérer les données. Il y a un ordinateur portable qui est mort, vous prenez le SSD M.2, vous le mettez là-dedans, vous pouvez récupérer les données. Très pratique. Ensuite, on a une news sur le fait que Intel ne va pas très bien ces derniers temps. Ils ont récemment encore plus fait de licenciements. Ils ont viré, pour information, plus de 20 000 personnes cette année-ci. C'est encore plus que l'année dernière. Pourtant, l'année dernière était déjà une mauvaise année pour eux. Il y a aussi le fait que, évidemment, ils avaient remplacé leur CEO. Ils ont à nouveau remplacé leur CEO. Il y a leur nouveau CEO qui a des problèmes avec notamment l'administration des États-Unis où il est accusé d'investir dans des entreprises chinoises. Il a aussi, avant, il était apparemment dans une autre entreprise qui a enfreint certaines lois de distribution de technologies américaines vers certains pays. Donc, voilà. Actuellement, il y a le gouvernement américain qui littéralement demande au nouveau CEO d'Intel qui vient juste d'arriver de juste partir. Donc ça, c'est pas forcément... On va dire, c'est pas un signe de stabilité pour une entreprise. Ils viennent à peine de changer de CEO et il devrait à nouveau changer. Et sur moi, le fait de virer l'ancien CEO était pas forcément la meilleure décision parce qu'il était en place depuis vraiment à peine 1 an. Il a à peine eu le temps de vraiment faire un impact et on le vire déjà. Et là, du coup,
ils sont passés vraiment avec l'ancien CEO, ils étaient en mode: «On doit investir» et avec le nouveau CEO, ils sont en mode: «On doit sauver le plus d'argent possible». Donc ils sont en train de couper là où ils peuvent et notamment, ils travaillaient sur le processus, 18A qui est pour Armstrong, pour ceux qui se demandent. C'est une unité de mesure qui est plus petite que le nanomètre, parce qu'actuellement, évidemment, on utilise, par exemple, le 2 nanomètres de chez TSMC et 3 nanomètres de TSMC. Eh bien, 10 Armstrong équivaut à 1 nanomètre, pour ceux qui se demandent. Donc, basiquement, 18A, ce serait 1,8 nanomètre, en gros. Et du coup, leur nouveau processus 18A, notamment l'ancien CEO de Intel, était plutôt, on va dire, il était plutôt intéressé par ça et il promettait pas mal de choses. Ils se sont même dit: «OK, on skip tout le reste, on passe à de 18A directement», ce qui leur permet de rattraper TSMC parce que TSMC, les processus de gravure qu'ils ont à l'heure actuelle les plus avancés, c'est justement 3 nanomètres et ils commencent à travailler sur le 2 nanomètres. Enfin, ils commencent à le sortir pour leurs clients. Et donc, si Intel avait pu sortir du 18A, par exemple, cette année ou même un peu l'année prochaine, ils auraient été pas encore trop mal. Mais du coup, ils vont skip et ils vont directement aller vers le 14H, si je me souviens bien, qui sera encore plus petit, évidemment. Maintenant, est-ce que ça va forcément être un bon choix? On ne sait pas. C'est vraiment compliqué pour Intel en ce moment parce que c'est des années de mauvais investissement, on va être très honnête. Comme beaucoup d'entreprises euh, américaines ou même juste de géants de la tech, ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Ils ont eu aussi une période de temps où ils étaient imbattables, donc ils en ont profité pour juste se faire un maximum d'argent. Ils ont accumulé beaucoup d'excédents dans leur entreprise. C'est toujours ça, forcément. Il y a des départements qui, voilà, ne rapportaient pas forcément de l'argent et qui pourtant continuent d'exister juste parce qu'ils avaient le budget. Mais évidemment, avec l'arrivée de Ryzen, c'est là où ça a commencé un petit peu à changer, où Intel a eu enfin un concurrent au niveau processeur et surtout quand AMD a commencé à vraiment pas prendre des parts de marché sur le serveur, c'est là que Intel a commencé à avoir de gros problèmes parce que les serveurs, c'est là où ils se font un max d'argent. Plutôt, ils se faisaient un max d'argent. Pour information, par exemple, ils peuvent fabriquer un Core i9, le vendre 600 euros. Ok, c'est cool, 600 euros. Mais ils peuvent utiliser le même morceau de silicium, fabriquer une puce pour serveur et puis le vendre littéralement 10 fois le prix. Ou même juste 5 fois le prix serait déjà pas mal au niveau marge. Donc, vous devez bien vous en douter, quand ils peuvent faire de telles marges, le marché serveur est là où ils se font un maximum d'argent. Ça a toujours été leur marché principal. Le marché des CPU grand public, surtout pour ceux qui font leur propre PC, ça a toujours été une part minime de leur marché. Puis vous aviez les ordinateurs portables étaient une plus grosse part évidemment, mais ils ont notamment perdu récemment un client qui était Apple en 2020. Donc ils ont accumulé des grosses défaites comme ça et maintenant ils sont en train de littéralement payer le coup. Ils n'ont pas investi forcément dans le futur. Vous avez aussi le fait que maintenant, on est dans l'âge des GPU, clairement. Un CPU peut toujours avoir ses utilités. Vous avez toujours besoin d'un bon CPU accompagné des GPU pour même tout ce qui est générative. Mais au bout d'un moment, oui, on n'a plus trop besoin de CPU hyper puissants et tout ça. Donc maintenant, Intel qui reste concentré dans le marché des CPU est un petit peu à la traîne, même totalement à la traîne. Donc c'est pas franchement étonnant. Maintenant, personnellement, même si je trouve que au final ils récupèrent ce qu'ils méritent en quelque sorte, c'est de leur propre faute que tout ça est arrivé. Évidemment, c'est dommage pour les employés déjà qui se sont fait virer, ça semble logique. Ils ne sont pas responsables. C'est aussi dommage pour le simple et bonne raison que je ne veux pas qu'Intel fasse faillite ou je ne sais quoi, parce que on a besoin d'un concurrent AMD. On l'a déjà vu, AMD, quand ils se retrouvent dans une position dominante, et c'est le cas ces derniers temps, ils en profitent. Ils se font plaisir au niveau prix, ils se font plaisir à pas forcément améliorer les choses. Et du coup, c'est pas une bonne chose d'avoir AMD qui domine le marché des CPU. Il nous faut un marché où on a Intel et AMD qui dominent, et peut-être même un troisième acteur comme Qualcomm avec leur processeur ARM. Donc, même si honnêtement, je trouve que, encore une fois, c'est eux qui ont pris des mauvaises décisions. Et je dis pas que c'est mérité, mais c'est logique que ce soit arrivé. Mais j'aimerais quand même qu'ils arrivent à se redresser. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? Ça va être compliqué. Honnêtement, je pense que, à part si ils arrivent à vraiment se concentrer sur quelque chose d'important, un bon processus de gravure, leur prochaine architecture de processeur est vraiment bonne, peut-être aussi qu'ils arrivent à vendre plus de GPU, peut-être qu'ils pourraient s'en sortir, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt compliqué. Et dans le futur, ça m'étonnerait même pas que d'ici 1, 2 ans, 3 ans même, Intel se fasse racheter par une plus grosse, enfin,
se fasse racheter par une autre entreprise dans la tech qui voudrait justement se lancer dans le marché des CPU. Il y avait des rumeurs avec évidemment Nvidia et tout ça, mais peu probable que Nvidia ait le droit d'acheter Intel. Peut-être un concurrent plus logique pourrait être éventuellement Qualcomm, éventuellement, même si c'est plutôt bancal. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas la meilleure situation au niveau du marché tech à l'heure actuelle. On a besoin de deux acteurs qui se concurrencent très bien, qui arrivent à se renvoyer la balle. Ensuite, on a l'open beta de Battlefield 6 qui est sorti. Et il y avait pas mal de gens qui attendaient justement Battlefield 6 parce que les derniers ont été pas forcément les plus satisfaisants ou les meilleurs jeux au monde. Donc pas mal de gens les attendaient justement au tournant. Et visiblement, ils semblent avoir plutôt fait un bon boulot, même si évidemment il faudra voir avec le temps si ils continuent dans ce sens-là. Mais par contre, on a un truc où ils ont fait un excellent boulot, c'est au niveau de l'optimisation du jeu. Comme vous pouvez voir, ce sont les specs minimum ici pour faire tourner Battlefield 6. Donc une RTX 2060 ou une RX 5600 XT, une ARC A380 qui est clairement moins puissante que la RTX 2060. Donc ça, je suis plutôt impressionné. Enfin, je suis plutôt dubitatif de ce prérequis minimum chez Intel, mais bon. Et c'est pour 2080p 30 fps en low, 6 Go de VRAM, et comme vous pouvez voir aussi les trucs recommandés, au final, les specs recommandés sont pas si grosses que ça. Une 3060 Ti, une 6600 XT, 6700 XT, ou une ARC B580, c'est pas grand-chose. Et de ce qui a été testé justement par pas mal de testeurs tech et tout ça déjà, c'est que oui, le jeu est plutôt bien optimisé, il tourne assez bien. Vous avez des gens qui notamment montraient qu'avec une GTX 1080 plutôt, ils arrivaient à faire tourner le jeu en 1080p sans trop de problèmes, avec même des niveaux de détail assez hauts. Et juste le jeu est vraiment bien optimisé. Donc ma foi, ça c'est cool à voir, parce que ces derniers temps, il faut quand même le reconnaître, on a de plus en plus de jeux qui sont juste très mal optimisés, ou bien souvent, si on n'active pas DLSS, FSR et tout ça, on n'a pas grand-chose niveau FPS. Est-ce forcément la faute d'NVIDIA, AMD et tout ça? Non, selon moi, non. Les gros studios de développement prendront toujours la moindre excuse pour faire un minimum de travail. S'ils peuvent retirer 2 mois d'optimisation de leur jeu au calendrier pour sortir le jeu 2 mois plus vite, eh bien, ils le feront. Si derrière, ils doivent juste rajouter DLSS ou FSR. Mais quoi qu'il arrive, c'est cool de voir un grand développeur, qui est DICE évidemment, qui est sous la coupole de EA, sortir un jeu bien optimisé. Il y a des bugs, il y a un anti-cheat, mais apparemment, il y a quand même des cheaters qui ont réussi à trouver un moyen de cheater dessus. Mais voilà, il y aura toujours des problèmes avec un jeu aussi populaire. Il a même dépassé, il me semble, en open beta, les 500 000 joueurs en pic sur Steam, ce qui est plutôt massif. Donc, ça semble être plutôt une bonne réussite. Et encore une fois, c'est cool de voir un jeu bien optimisé pour une fois. Ensuite, vous avez AMD qui a annoncé la RX 9060, non XT. Et comme vous pouvez voir au niveau des specs, si on scrolle vers le bas, elle est en réalité pas si loin d'une 9060 XT. Elle a, pour information, 1792 stream processor. Vous avez quand même une fréquence qui atteint pratiquement 3 GHz. Toujours 8 Go DDR6 qui est... Voilà, personnellement pas le plus grand fan, mais en toute logique, la concurrente de cette RX 9060 au niveau prix serait certainement la RTX 5050 qui a seulement 8 Go de VRAM aussi. Donc AMD fait juste correspondre. Et aussi dû au fait que en fait, c'est une carte que vous ne pourrez jamais acheter, en tout cas pour le moment, parce que c'est une carte pour le marché OEM ou System Integrator. Donc les gens qui font des PC, enfin les gros sites qui font des PC pour en acheter. Et donc, ce sera une carte, comme j'ai dit, qui serait plus en concurrence face à la RTX 5050, bien que selon les specs, honnêtement, que je vois ici, surtout quand on sait la différence de performance entre une 9070 XT et une 9070, et qu'on sait que tout ce qui change vraiment, c'est la quantité de stream processor, honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas que cette RX 9060 soit pas si loin d'une RTX 5060, justement. Donc ça, c'est plutôt cool à voir, même si, ouais, personnellement, j'aurais préféré qu'ils mettent 12 Go de GDDR6 si possible, même si, évidemment, c'est un bus de 128 bits, donc pas forcément possible. Là, pour moi, c'est juste un problème où ils auraient dû designer différemment leur GPU pour avoir juste un bus mémoire un petit peu plus large. On a aussi toujours le manque d'existence d'une carte graphique entre la 9070 et la 9060 XT. On a la 9070 GRE qui existe, mais c'est juste qu'elle existe juste en Chine. Donc ça serait cool d'avoir. Ainsi que honnêtement, cette 9060, s'il la sortent à 250 € maximum, pour moi, ça ferait le taf. Ça ne me dérangerait pas. Je
pense que c'est à partir de 300 € que là, je dis non, il faut une carte avec 16 Go de VRAM minimum. Enfin, 12 Go de VRAM minimum, mais c'est juste que la 5060 Ti, la 9060 XT, elle passe directement à 16 Go, donc voilà, on n'a pas trop le choix. Mais 8 Go de VRAM sur un GPU à 300 € pour moi, voilà, c'est pas assez. Mais oui, si elle sortait pas cher, ça pourrait être intéressant. Elle devrait arriver en août, donc on verra bien si on arrive à l'acheter d'une manière ou d'une autre, mais à mon avis, non, ce sera surtout le marché OEM. Ensuite, AMD a annoncé une autre carte graphique pas chère, et c'est la RX 7400. Ouais, contenez votre joie, je sais, c'est une carte qui a l'air incroyable, avec un TDP de, tenez-vous bien, 43 watts. C'est vraiment bas en réalité. Ce serait une remplaçante à la RX 6400, qui était, selon moi, l'une des pires RX 6000 qui ait jamais existé. Donc voilà, c'est pas forcément très difficile à remplacer ça. Mais en réalité, quand on regarde les specs, ça va encore. Au final, elle fait assez bien penser à la différence de spec entre justement la 9060 XT et la 9060 parce que elle a comparé à la RX 7600 qui a 2048 stream processor, c'est un peu la même chose que la 9060 XT. La RX 7400 en a 1792, elle a 8 Go de GDDR6 et ce fameux TDP de 43 watts. Ce qui est vraiment le plus étonnant au final, c'est la VRAM qui est vraiment plus lente par contre, ça c'est plutôt mauvais. Elle a seulement 10,8 Gbps comparé aux 18 de la RX 7600. Et puis surtout ce TDP de seulement 43 watts, ça va forcément limiter les performances. Mais du coup, 43 watts, ça permet d'alimenter la carte sans connecteur d'alimentation supplémentaire. Vous pouvez juste l'alimenter avec le slot PC Express. Donc, pour le marché des PC, des mini-PC notamment, où vous n'avez pas un connecteur d'alimentation supplémentaire, ça pourrait être un GPU assez bon en fait. Parce que la seule alternative que vous avez, surtout en low profile, parce que une carte qui consomme 43 watts, vous allez pouvoir faire une version low profile, même un slot, donc très compact. Et bien la seule équivalente que vous avez, c'est, il me semble, la RX 6400, justement, même si elle n'est pas très bonne. Vous avez aussi une carte graphique professionnelle AMD qui est dans ce format-là, qui est similaire à la RX 6400. Et puis, vous avez la Arc A380 qui existe. Il existe un modèle. Et puis, vous avez la Arc 310. Donc, pas grand-chose au niveau option. Et vous avez aussi une RTX Pro, enfin, pas une RTX Pro, mais une RTX ADA 2000 spéciale qui fait un slot en single slot. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et c'est pas pour tout le monde, mais c'est un marché qui existe. Et notamment, j'avais fait une vidéo sur le Minis Forum, ce mini PC avec un slot PC Express. Mais ça, c'est le genre de carte qui rentrerait dedans, justement, et qui pourrait être utilisée dedans. Donc, dans ce cas-là, ça peut être selon moi intéressant. Maintenant, pour mettre dans un PC de jeu, un vrai PC fixe, non, juste gardez votre argent, économisez pour une meilleure carte parce que ça va pas être une carte incroyable, c'est sûr et certain. Et du coup, en rapport avec ça, ils ont aussi annoncé la Radeon Pro W7400 qui, avec un TDP de 55 watts, est basiquement cette RX 7400. Juste une version Pro. Bien souvent, la version Pro indique qu'elle a juste un meilleur support au niveau driver. Vous avez aussi un meilleur support de ROCm sur Linux qui permet de mieux supporter tout ce qui est un petit peu calcul d'IA et tout ça. Mais c'est basiquement tout. Il n'y a pas d'énorme différence, honnêtement, par rapport à une graphique plus normale, on va dire. Et aussi le prix, évidemment. Le prix est différent parce que le prix sera beaucoup plus cher. Donc là, elle serait annoncée pour information pour, on ne sait pas trop, on sait juste que la 7500 est vendue $429. Donc en toute logique, elle sera certainement $300. Ce qui va encore en réalité pour une carte graphique professionnelle. Et du coup, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont toujours mis la même quantité de VRAM. Donc on pourrait s'attendre qu'une carte professionnelle ait plus de VRAM, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, ouais, pas non plus la plus incroyable. À tenir compte qu'il existe justement cette 7500 qui, elle aussi, n'a pas besoin de connecteur d'alimentation supplémentaire. Et forcément, elle a un peu de meilleurs specs. En vrai, elle est très similaire. Vous avez toujours 1792 stream processor. Elle est très similaire. Même, on dirait pratiquement la même carte. Donc, OK, AMD. Est-ce qu'ils ont juste ressorti pratiquement la même carte, juste avec une très légère baisse de la vitesse quelque part ou du TDP? Ouais, ça semble être le cas. Mais ils vont aussi sortir une version grand public avec la 7400. Donc, ma foi, vous aurez du choix. Yay! Si vous en avez besoin dans un mini PC.
En dehors de ça, franchement, évitez. Et en parlant de mini PC, Nvidia a enfin annoncé la RTX Pro 4000 SFF, qui est la remplaçante de la RTX 4000 SFF, qui était basée sur Ada Lovelace, donc la même architecture que la RTX 4000 justement. Mais c'est juste que là, la nomenclature des cartes graphiques professionnelles d'Nvidia est un peu à porter à confusion. Mais bon, là, c'est évidemment un GPU qui est basé sur Blackwell. Donc le même GPU qu'on a sur la RTX 5000. Et vous avez aussi la RTX Pro 2000 qui a été annoncée. Et ce qui est notable, c'est que cette version SFF, parce qu'il existe une version non SFF qui sera plus grosse, mais la version SFF a un TDP de 70 watts. Donc, basiquement, ça reste en dessous de la limite de consommation du slot PC Express. Donc, pas de connecteur supplémentaire. Et comme vous pouvez voir, c'est une low profile dual slot. Donc, très compact et ça permettra de la caser dans des vraiment très petits PC. Et pourtant, elle a toujours... Alors, évidemment, comme elle tourne à 70 watts, ne vous attendez pas à ce qu'elle tourne à la même fréquence qu'une RTX 5000 de PC fixe, une RTX 5000 normale. Ici, elle aura une fréquence plus basse, mais là, quand même, pour information, 8960 CUDA d'accord. Elle a toujours évidemment des RT Core, des Tensor Core, et vous avez 24 Go de GDDR7 avec le support de SSC et une bande passante totale de 432 Go à la seconde. Et tout ça dans ce TDP de 70 watts. Donc, cette carte-là, évidemment, même si elle a 8960 CUDA core, c'est basiquement une 5070 Ti. Elle a même, au final, des specs qui font un peu penser sur certains aspects à une 5070 Ti, mais un petit peu aussi à une 5070, notamment le bus mémoire qui fait 192 bits. Donc, c'est un peu un hybride là-dessus. Mais forcément, comme elle tourne à 70 watts, elle ne va pas avoir les performances d'une 5070 Ti. Même au niveau IA, ça m'étonnerait qu'elle arrive à l'égaler, même si techniquement, c'est une carte professionnelle, donc elle est un peu déverrouillée sur certains aspects. Mais dans les jeux vidéo, pour ceux qui voudraient jouer à des jeux vidéo avec, ou même dans des programmes professionnels, plus d'édition vidéo et tout ça, pas forcément d'IA, oui, ce sera à mon avis plus le niveau de performance de maximum, je dis bien maximum, une 5070. La 4000, l'ancienne RTX 4000 non pro, parce qu'avant ils n'utilisaient pas le mot pro, mais l'ancienne qu'elle remplace, elle avait, pour information, juste à peine au-dessus de 6000 coups d'accord, donc elle était très similaire à la 4070, et elle était moins puissante qu'une 4070, elle était même plus au niveau de performance d'une 3070, dans les jeux vidéo, je dis bien dans les jeux vidéo. Donc ici, on va avoir un petit peu la même chose. Si elle arrive à dépasser une 4070, à mon avis, ce serait déjà pas mal. Elle a quand même plus de coups d'accord cette année-ci, mais voilà. Mais moi, personnellement, autant c'est une carte, oui, qui va coûter très cher. Pour information, la RTX 4000 SFF coûtait déjà plus de 1000 euros. Ici, elle va coûter plus de 1000 euros aussi. Autant, donc, elle va coûter très cher. Ça pourrait donner une carte très intéressante pour ceux qui veulent faire des très petits mini-PC, mais toujours très puissants. Et je me souviens, il y avait Minisforum notamment qui avait pris cette carte, enfin, l'ancien modèle. Ils avaient fait un refroidissement en cuivre qui faisait un seul slot. Et ils l'avaient mis dans leur mini-PC, justement. Et c'était un petit peu abusé. J'avais pu la voir d'ailleurs quand j'étais au Computex. Et franchement, la voir en main, c'était un bloc de cuivre brut. Enfin, c'était du pur cuivre. Et donc, la carte était très lourde, mais elle était très compacte. Donc, c'était assez particulier. Ça donnait vraiment l'impression d'avoir limite une barre d'or en main ou je sais pas quoi, même si une barre d'or serait beaucoup plus lourde. Mais voilà. Et le problème, par contre, c'est que, oui, elle surchauffait quand même avec autant de cuivre et tout ça. C'est juste, voilà, 70 watts dans un seul slot, low profile, c'est juste trop compliqué à refroidir. Donc, même si, selon moi, elle est très intéressante pour ce genre de mini-PC, il vaut mieux garder le deuxième slot. C'est très utile pour le refroidissement. Mais vous avez beaucoup de boîtiers qui existent en dessous de 4 litres. Moi, mon mini-PC que j'ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne, qui est quelque part, fait un peu plus de 5 litres. Et il existe une version de ce boîtier-là qui fait basiquement 4 litres, où vous pourriez mettre une carte comme ça. En réalité, vous pouvez en mettre une plus grande, mais celle-là passerait. Et vous avez aussi des boîtiers de 3,5 litres où vous pouvez mettre justement des cartes dual slot, mais low profile, et notamment une qui existe, c'est à l'époque, vous aviez la 4060 Eagle low profile, je ne sais plus comment son nom, de Gigabyte, et vous avez maintenant une nouvelle version qui est sortie en RTX 5060. Sauf que la 4060 et la 5060, évidemment, le problème, selon moi, c'est qu'elles ont seulement 8 Go de RAM, et je trouve ça, surtout en 2025, très limitant. Donc, ben là, ce serait l'alternative, parce que malheureusement, il n'y a pas de 5060 Ti low profile qui existe, même en dual slot. Dommage. Peut-être dans le futur. Et du coup, c'est un peu la seule alternative. Donc, ma foi, franchement, si j'arrive à mettre la main dessus, j'aimerais vraiment bien, je la mettrais dans un de ces boîtiers de 3,5 litres. Et là, je ferai
la station de travail la plus compacte qui existe, mais qui sait aussi toujours jouer à des jeux vidéo. Et ça, ce serait hyper intéressant. Vous avez aussi la RTX 2000, enfin la RTX Pro 2000 qui serait, selon moi, plus intéressante pour beaucoup de gens qui veulent faire des PC mini, enfin des mini PC très compacts, mais toujours très puissants. Là, je parle vraiment de quelqu'un qui veut travailler avec son PC, hein, pas pour jouer à des jeux vidéo, mais avoir une mini station de travail très compacte et plus pratique qu'un ordinateur portable sur certains aspects. Parce que la RTX Pro 2000, du coup, elle a quand même 4352 coups d'accord, ce qui, par rapport à l'année dernière, ou plutôt l'ancien modèle, comme vous pouvez voir, la RTX 2000 ADA, elle avait seulement 2800 coups d'accord. C'était une 4060, c'était même pas une 4060, donc c'était vraiment pas très intéressant. Ici, par contre, cette nouvelle RTX Pro 2000, c'est basiquement une 5060 Ti. C'est toujours un GPU Blackwell, à peu près le même nombre de coups d'accord. Vous avez 16 Go de GDDR7, comme une 5060 Ti 16 Go. Donc là, ça pourrait être intéressant. Il y a toujours un TDP de 70 watts, mais évidemment, vous allez vous dire, oh, ben les deux cartes sont à 70 watts. Mais celle-là a plus de coups d'accord, elle sera plus puissante. Oui, en théorie, mais en réalité, comme elles sont limitées à la même TDP, il y a de fortes chances qu'elles soient, au final, dans les jeux vidéo, pas si loin l'une de l'autre, même si évidemment la RTX Pro 4000 sera toujours plus puissante. Il y a juste beaucoup plus de coups d'accord et certainement aussi la bande passante mémoire va affecter ça. Mais la RTX Pro 2000 aussi pourrait être très intéressante pour ce genre de mini PC. Pour information, les ports derrière, ce sont des mini DisplayPort. Vous pouvez toujours adapter avec un adaptateur vers du DisplayPort classique, donc c'est pas un problème. C'est juste pour caser autant de sorties vidéo, ils ont fait justement ça. Comme ça leur permet de toujours avoir 4 sorties et une grille d'air pour la sortie de l'air, justement. Donc, vraiment, selon moi, très intéressante ce mini GPU. Pas pour tout le monde, hein. C'est moi qui adore faire des mini PC que je suis en mode oh, enfin, j'attendais ce GPU qu'il le sorte parce que j'ai envie de voir même des gens faire des mini PC avec. Mais c'est clair que pour la plupart des gens, c'est juste ok Aurélien, c'est cool ta petite carte graphique qui coûte hyper cher et qui consomme presque rien. Mais moi, je préférais avoir une carte graphique plus utile parce que, pour être honnête, pour la plupart des gens, ce serait pas très utile. Et en parlant de très utile, mais pas du tout en réalité, vous avez PCIC, qui est le consortium derrière la norme PCI Express, qui a annoncé tout simplement le PCI Express 8.0, qui va offrir plus de 1 terabyte de bande passante, avec un B majuscule, hein, il faut le noter. Et du coup, vous allez me dire, mais Aurélien, on vient à peine de passer au PCI Express 5.0. Pourquoi on parle déjà du 8.0? Ouais, le 6.0, le 7.0. Ils sont en train d'arriver. C'est juste que il y a eu, je sais pas si vous avez remarqué, mais du PCI Express 3.0 au 4.0 notamment, il y a eu un énorme délai. Et du 4.0 et du 5.0, il y a eu quand même pas mal de délais aussi, mais entre le 3.0 et le 4.0, moi je me souviens, on a eu de très nombreuses années, et c'était dû au fait que c'était suffisant pour l'utilisation bien souvent qu'on faisait des PC. Mais avec tout ce qui est l'explosion du marché du GPU et tout ça, et aussi même l'explosion de juste utiliser tout en PCI Express, que ce soit le stockage avec les SSD, que ce soit, je sais pas moi, des cartes additionnelles, surtout des cartes réseau qui ont des énormes bandes passantes, mais le besoin pour des normes PCI Express plus rapides a fortement augmenté ces 10 dernières années. C'est pour ça que le consortium, justement, derrière le PCI Express, s'est dit « Oh, on devrait peut-être se dépêcher avant que certains constructeurs soient embêtés parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin et fassent leurs propres normes, tout simplement. » Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de travailler très vite sur des nouvelles normes, même si la plupart des gens ne l'adopteront pas. D'ailleurs, on voit, oui, d'ailleurs, le graphique ici. Regardez, le PCI Express 3.0, c'était 2010. Le PCI Express 4.0 a été finalisé un peu après 2016. Donc, 6 ans d'écart. Par contre, entre le 4.0 et le 5.0, entre la finalisation de la norme, hein, des deux normes, ça ne veut pas dire que c'était disponible sur le marché tout de suite. Là, on est passé de 2016 à 2019, donc seulement 3 ans. Et puis après, vous avez le 6.0 qui est arrivé même pas un peu plus d'1 an après. Et puis le 7.0 a pris un peu plus de temps. Et puis maintenant le 8.0. Et à chaque fois, ils doublent la bande passante. C'est toujours ce qu'ils essaient de faire. Donc le 6.0 sera 2 fois plus rapide que le 5.0 et ainsi de suite. Donc ça veut dire que, par exemple, là, on peut voir justement sur ce graphique-là, en x16, en 5.0 à l'heure actuelle, on a une bande passante de 128 gigas à la seconde, c'est avec un B majuscule, donc c'est des gigaoctets aussi. Et puis en 6.0, on passe à 256, 7.0, 512,
Et puis évidemment, en 8.0, un peu plus de 1 térabyte à la seconde, ce qui est abusé. Et encore une fois, oui, pour le marché des cartes graphiques grand public, ça va pas être le plus utile. Je pense même que le 6.0 va pas forcément arriver tout de suite sur ce genre de PC que vous avez à la maison. Mais par contre, au niveau serveur, c'est là où ça va arriver évidemment beaucoup plus vite. J'avais notamment vu au Computex une carte qui utilisait le PCI Express 6.0. C'était genre une carte avec 8 SSD dessus, si je me souviens bien, qui était assez abusée. Et genre la bande passante de tous ces SSD combinés était juste énorme. C'était vraiment n'importe quoi. Ensuite, vous avez Framework qui a sorti enfin son framework desktop. Donc, je vous rappelle que le framework desktop, c'est basiquement un mini PC avec une carte mère qui utilise le fameux Ryzen AI Plus 395 Max over Doom HD Premium Edition. J'ai peut-être rajouté quelques mots. Mais dans tous les cas, c'est ce fameux processeur AMD, cet APU AMD. Vous avez 16 cœurs, 32 threads et surtout un énorme GPU avec 40 CU. Ce qui est basiquement le même GPU que vous avez notamment dans une RX 7600 XT. Mais évidemment, là, c'est RDNA 3.5, donc c'est un peu plus à jour, mais c'est pas RDNA 4.0 non plus, ce qui est dommage. Euh, mais voilà, quand même très puissant. J'ai finalisé un test d'ailleurs sur ce processeur. J'ai testé le GMK Tech qui est un mini PC similaire à ça au final. Et du coup, la vidéo devrait sortir. Ce sera la prochaine vidéo après ce Texama Show. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça vous permettra de voir justement ce que j'en pense. Mais spoiler alerte, c'est un processeur intéressant, mais le problème, c'est surtout le prix, selon moi, et aussi des choix un peu bizarres au niveau de la configuration. 16 cœurs, 32 threads, c'est incroyable, mais pas forcément pour jouer à des jeux vidéo, ça sert à rien. Donc ça gâche une partie de la puce pour rien, ou vous payez plus cher pour rien. Et du coup, oui, ça fait que cette puce coûte très cher. Notamment le framework desktop ici coûte quand même pratiquement 2000 euros, si je me souviens bien, avec 128 Go de RAM partagé entre le CPU et le GPU. Et donc une utilisation aussi qui est souvent donnée, c'est oh, vous pouvez faire tourner des modèles d'IA. Mais le problème, c'est que les modèles d'IA que vous pourriez faire tourner dans 128 Go de VRAM, ou plutôt techniquement 96 sur Windows ou 112, si je me souviens bien, sur Linux, c'est des énormes modèles qui sont très lourds, forcément, qui demandent beaucoup de puissance de calcul. Et donc, le GPU qui est intégré à ce Ryzen AI, qui est bon pour jouer à des jeux vidéo, pour faire du calcul d'IA, là, il a un petit peu plus de mal. Ce serait un peu comme, je sais pas moi, oui, vous pourriez charger un tank sur une remorque et puis la tirer avec une 2 chevaux. Ça ne veut pas dire que la 2 chevaux ira très vite, même pas du tout. Mais vous pouvez le faire, vous avez la place sur la remorque. C'est un peu ça que je vois. C'est pas une 2 chevaux, mais voilà, c'est pas non plus une voiture hyper rapide. On va dire c'est un Duster de Dacia. Ça fait le taf, aucun problème. Mais vous n'allez pas mettre un tank sur une remorque et commencer à être tiré avec la Dacia, enfin avec le Duster. Voilà, ça ne va juste pas marcher très bien. Vaut mieux mettre quelque chose qui est adapté à ça. Donc c'est l'analogie que je fais ici pour que vous compreniez que, basiquement, oui, vous pouvez le faire, mais vous ne voudrez pas forcément le faire. Je sais qu'il y en a qui s'amusent quand même à le faire tourner comme ça, mais pour moi, c'est pas forcément le meilleur choix. Et encore une fois, le prix. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, pour info, le framework desktop en particulier est plutôt bien conçu. Vous avez le fait que vous pouvez mettre votre propre 120 mm si vous voulez. Vous pouvez même mettre un 120 mm de chez Noctua. Donc il est très silencieux. Vous avez la possibilité d'acheter juste la carte mère. Donc si vous voulez une carte mère mini TX, faire un mini serveur avec, ça peut être très intéressant. Vous avez aussi le fait que contrairement à tous les autres mini PC, il est modulaire. Donc vous pouvez facilement remplacer beaucoup de choses. Pas la RAM évidemment parce qu'elle est soudée. Et vous avez aussi le fait que, je ne sais pas si on le voit quelque part ici, mais vous avez un slot PCI Express 4.0 sur cette carte mère qui n'est pas visible sur ces images. C'est assez dommage, mais il est juste ici derrière, en dessous. On ne le voit pas. C'est assez sombre, mais il est juste ici, normalement. Ou il est même en bas là. Non, il est plutôt en bas ici. Il est entre l'alimentation et le refroidissement. C'est ça que je croyais. Je croyais que je voyais juste la carte mère, mais c'est le PC en entier. Donc il est juste ici en dessous, dans cet espace. Mais ce qui est dommage, je ne comprends pas, c'est que le framework desktop, comme vous pouvez voir, il y a la place pour un slot PCI Express, ou PCI plutôt, mais ils l'ont pas mis. Je comprends pas. Ils sont amusés à mettre le slot PCI sur la carte mère, mais ils l'ont pas mis sur le boîtier. C'est franchement dommage parce que ça permettrait de mettre juste n'importe quelle carte en x4. Donc vous pourriez avoir juste plus de SSD. Vous pourriez avoir du meilleur networking, notamment vraiment par exemple du 25 gigabits sans aucun problème. Mais non, ils l'ont pas mis. Et comme vous pouvez voir aussi, c'est plutôt limité au niveau
output ici. Vous avez 2 USB type C qui sont plutôt rapides. Vous avez un HDMI, 2 DisplayPort, 2 USB type A, un jack combo, un port Ethernet qui me semble qu'il tourne à 2,5 gigabits, donc pas non plus le plus rapide, et c'est tout. Et puis après, vous avez à l'avant la possibilité de mettre les slots modulaires de chez, évidemment, Framework. Vous pouvez en mettre 2, et là, vous pouvez rajouter 2 USB type C si vous le voulez, mais c'est tout en fait. Donc ça, c'est, voilà. Pour moi, c'est vraiment, je sais pas si une mini PC serait très utile pour beaucoup de gens, mais la carte mère en particulier, oui. Il y a moyen de faire des mini serveurs plutôt puissants avec. Et encore une fois, avec ce slot PC Express 4.0, x4 plutôt, qui tourne en 4.0, il me semble justement, ou peut-être en 5.0. Non, il me semble que c'est 4.0. Je ne me souviens plus exactement. Mais vous pourriez faire tourner notamment juste plusieurs possibilités. La carte réseau, ou le plus logique, ce serait certainement, si vous voulez faire un NAS, vous pourriez faire tourner une de ces cartes LSA où vous avez plein de ports SATA dessus, ou plutôt des ports SAS. Et comme ça, vous pouvez mettre cette carte mère dans un de ces mini boîtiers qui existent, où vous pouvez mettre 8 disques durs, et puis hop, c'est parti. Mais c'est dommage en réalité que, vu que vous avez seulement un slot PC Express, et surtout la carte réseau inclue, et voilà, c'est juste de 2,5 gigabits, ça va un peu limiter son utilisation au niveau serveur, selon moi. S'ils avaient mis du 10 gigabits, encore j'aurais dit, plus la carte, enfin plus le slot PC Express. Mais là, c'est un petit peu limitant. Je suppose que vous pourriez utiliser un des ports USB type C vous pourriez brancher un adaptateur 10 gigabits dans un des ports USB type C. Ça marche. Mais je ne sais pas si beaucoup de gens, enfin, si beaucoup d'administrateurs réseau voudraient forcément avoir une carte réseau qui tourne en USB comme ça. Je suis pas sûr que ce serait leur kiff. Ensuite, on a Gigabyte qui a retiré le support non officiel du PCI Express 5.0 sur leur carte mère B650 dans leur dernier BIOS. C'est une news qui paraît négative, mais selon moi qui doit être contrastée, parce que déjà, ces cartes mères n'étaient pas conçues pour le PCI Express 5.0, il faut le savoir. Il fallait avoir normalement une carte mère B650E. Et la grosse différence, c'est pas juste le chipset, c'est vraiment juste les tracés sur la carte mère. Pour maintenir la bande passante et surtout l'intégrité du signal PCI Express 5.0, il faut que les tracés, donc ces tracés, ce sont des chemins dans la carte mère, dans le PCB de la carte mère qui lie par exemple le processeur au slot PCI Express, il faut que ceci soit très bien fait pour justement garantir l'intégrité du signal, parce que même si vous pouvez atteindre la bande passante du PCI Express 5.0, peut-être que l'intégrité du signal n'est pas assez bonne, le signal est perturbé peut-être juste par des interférences par moment, et ça pourrait dégrader la qualité justement de ce signal, et donc faire en sorte que la bande passante diminue ou il y a des instabilités. Donc, même si vous pouvez l'activer sur une carte mère et au premier abord, ça peut être bon, ça marche, ça ne veut pas dire que c'est forcément bon. Et personnellement, je l'ai eu avec ma carte mère. Ça, pour information, c'est une X670 de chez Gigabyte, même à Aorus. Et du coup, ce n'est pas une version E. Donc, c'est-à-dire que seulement le SSD peut tourner en PCI Express 5.0, pas la carte graphique dans le slot x16. Et quand j'avais monté ce PC, évidemment avec ma 7900 XTX blanche, mais là, c'était pas un problème parce que c'était du PCI Express 4.0. Et puis, j'avais rajouté aussi une carte réseau que vous voyez pas, mais elle est juste en bas ici. Il y a une carte réseau qui rajoute un port SFP+. Et avant, je l'avais mis dans le slot au-dessus. Donc, c'est-à-dire que en faisant ça, comme les deux slots étaient dépendus du CPU, ils s'étaient séparés, la bande passante s'est séparée en deux. Donc, ça faisait x8 au-dessus, x8 en bas, même si la carte disait seulement du x4. Et entre-temps, j'ai évidemment mis la 5090 quand elle est sortie. Et j'ai pas eu de problème parce que les deux slots étaient séparés. Donc, ça tournait en PCI Express 5.0 x8. OK. Mais depuis, évidemment, vous avez la vidéo qui est sortie sur le fait que j'ai briqué ma carte mère. D'ailleurs, merci pour vos retours. Il y a notamment une personne qui a indiqué, et je ne savais pas, que le switch en dessous permet de changer de BIOS. Il y a un dual BIOS sur cette carte mère, je ne le savais pas. D'habitude, cette carte m'avait été envoyée par Aorus. Et d'habitude, quand c'est moi, par exemple, qui choisis une carte ou qui l'achète, je fais beaucoup plus de recherches. Évidemment, je regarde toutes les fonctionnalités de cette carte. Là, j'avoue qu'ils me l'ont passé, donc j'étais en mode, OK, voilà une jolie carte en X670. J'ai pas vu qu'il y avait un dual BIOS. Donc ça, c'est cool à savoir d'avoir le dual BIOS, mais ça veut dire aussi que c'est ça qui m'a un petit peu mis des bâtons dans les roues. Mais bon, je l'ai fixé, comme vous pouvez voir, elle tourne dans mon PC maintenant, donc génial. Et quand je l'ai remis en place, je me suis dit, oh, j'étais en x8, il faut que je mette ma carte réseau plus bas. Comme ça, j'aurais du x16. J'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû. Directement. Quand j'ai fait ça, j'ai pas compris. J'arrive dans Windows laguait. Mais quand j'allais dans le gestionnaire de tâches, l'utilisation CPU était toujours bonne.
l'utilisation mémoire était bonne, l'utilisation GPU était bonne, mais ça laguait. Et puis après, j'ai été dans le BIOS et je l'ai même filmé. Je remettrai peut-être les images, mais j'ai filmé le BIOS et le BIOS, quand je changeais de page, c'était un diaporama. Littéralement, je voyais l'image apparaître, scanner de haut en bas. Et devinez à cause de quoi ça causait ce problème. Eh bien, vous l'avez déjà deviné parce que j'ai basiquement introduit le sujet. C'était le slot PCI Express 5.0, ou plutôt le fait que la carte tournait en 5.0 x 16 sur une carte mère qui n'était pas censée le supporter. Et du coup, c'est ça qui m'a causé ces énormes problèmes. Quand j'ai remis le slot, vous pouvez aller dans les paramètres de la carte mère, vous pouvez dire je veux que mon slot tourne en Gen 4, donc en PCI Express 4.0, c'est ce que j'ai fait, plus aucun problème. Là, ça fonctionne nickel. Donc c'était littéralement ça. Et le truc, c'est que c'est une 5090. Peut-être que c'est dû au fait que ce soit une 5090 qui utilise beaucoup de bandes passantes. Si peut-être c'était une 5060, ce serait pas grave. Une 5060 Ti, de toute façon, elles sont en x8 de toute manière, donc oui, ce serait pas grave. Et cette carte avait fonctionné en x8 et ça allait. C'est vraiment le fait de passer en x16 qui... le x8 PCI Express 5.0, c'est la même bande passante que du PCI Express 4.0 x16. Donc c'est logique que ça marche en quelque sorte. Mais dès qu'on est passé en x16, par contre, c'est là où ça demandait de trop. Donc peut-être que oui, certaines personnes, et c'est ça que les gens se sont plaints, oh, moi ça marchait sur ma carte mère, qui disent, et je suis en mode, probablement oui, ça marchait parce que vous n'avez pas une carte graphique qui surcharge cette bande passante et du coup vous n'avez pas le problème. Mais si vous avez le malheur d'avoir le même problème que moi, ben, vous n'allez pas comprendre. Et le truc, c'est que par défaut, c'est ce qui arrive. C'était un nouveau BIOS. J'ai flashé un nouveau BIOS ici. Et par défaut, il tournait en 5.0. Et ça, c'est selon moi le plus gros problème. Je pense que Gigabyte aurait dû laisser le support du PC Express 5.0, mais par défaut, avec un nouveau BIOS qui vient d'être flashé ou une nouvelle carte mère, elle aurait dû tourner en Gen 4 x 16. Et si la personne veut essayer, il peut le remettre en 5.0. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais ça ne veut pas dire que, selon moi, c'est une bonne chose de l'avoir, parce qu'encore une fois, oui, ça pourrait poser des problèmes. Donc, je comprends pourquoi ils ont fait cette mise à jour BIOS. Je comprends que certaines personnes soient mécontentes. Il y a certainement le cas où, pour certaines personnes, ça ne posait aucun problème et ça va même leur faire perdre des performances, notamment les processeurs d'RTX 5060, 5060 Ti, qui sont limités à du x8 en PCI Express 5.0. Donc, ça veut dire que là, elles seront en x8 en PCI Express 4.0, donc ça va vraiment diminuer la bande passante. Et donc, dans certains cas, notamment sur les modèles 8 Go, ça va même diminuer les performances. Donc, je comprends. Mais voilà, je vois les deux côtés, en fait. Mais selon moi, oui, ils auraient dû faire une mise à jour du BIOS qui remet par défaut le 4.0. Et si vous le voulez, vous le remettez en 5.0. Ça aurait été, selon moi, la meilleure chose de le faire. Mais par expérience, de mon expérience personnelle, oui, je comprends pourquoi ils l'ont fait, parce que littéralement, quand j'ai vu littéralement mon BIOS tourner en diaporama, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que mon CPU est mal installé? Est-ce que c'est la RAM? Parce que souvent, quand vous avez des bugs bizarres comme ça, le plus fréquent bug bizarre, c'est la RAM. Donc je me suis dit peut-être que la carte mère avait du mal avec ce kit de RAM, puis je me suis souvenu que j'ai déjà fait fonctionner ce kit de RAM sur cette carte mère et elle fonctionnait sans problème, donc j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et c'est seulement quand j'étais voir dans le BIOS, je me suis dit mais attends, j'ai rebougé la carte, donc maintenant elle est en full x16, mais c'est pas une carte qui supporte le 5.0. Et je me suis dit, essayons. Je l'ai remis en 4.0. J'ai été dans Windows, enfin j'ai rebooté, et là, tout est nickel. Franchement, nickel. Donc oui, voilà, juste petite expérience personnelle par rapport à une news qui peut paraître négative, mais que je comprends en partie. Ensuite, on a des news au niveau CPU avec le fait que AMD prépare un Ryzen Dual X3D. Donc, basiquement, vous auriez un cache X3D sur les deux CCD. Donc, pour information, le Ryzen, le plus gros CPU AMD à l'heure actuelle pour le marché grand public, en tout cas, c'est le 9950 X3D. Il a 16 cœurs qui sont répartis sur deux CCD, mais seulement un seul de ces CCD, donc un seul de ces complexes de 8 cœurs, a le cache X3D. Les autres 8 cœurs ne l'ont pas du tout. Et ça veut dire que des fois, dans certains cas, vous avez des tâches qui utilisent les mauvais cœurs et qui ne profitent pas du cache X3D. Et bien là, alors vous allez vous dire, ah, ils font ça maintenant pour avoir un CPU au niveau gaming encore plus puissant. Ils peuvent le vendre encore plus cher. D'ailleurs, par le passé, ils avaient dit que ça coûtait juste trop cher à fabriquer, mais peut-être que maintenant, ils se disent, oh, bah, autant se faire l'argent, vu que surtout Intel a du mal. Non, c'est pas pour ça. Oui, évidemment, ça donnerait le meilleur CPU pour le jeu, mais c'est surtout pour tout ce qui est IA. Ce qui a été découvert récemment, c'est que les processeurs avec un cache X3D, si vous utilisez correctement ce cache X3D, parce que par défaut, ce n'est pas le cas, vous pouvez largement accélérer les tâches de calcul d'IA
parce que ça vous permet, en gros, si je me souviens bien, ça permet de, de transférer plus rapidement les données directement vers la VRAM du GPU pour qu'il fasse les calculs plus rapidement, si je me souviens bien. C'était un truc comme ça. Dans tous les cas, ça accélère les calculs d'IA. Et du coup, AMD a remarqué ça. Ils se sont dit, hey, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un 9960X 3D ou je ne sais quoi, ou un 9950X 3D XT, X, peu importe comment ils vont l'appeler, et du coup avoir le CPU le plus overkill possible, qui en plus serait bon pour les calculs d'IA, et en plus certains gamers s'amuseraient à l'acheter parce que vous avez 10% de performance en plus dans un seul jeu en particulier, ou je ne sais quoi. Et c'est marrant parce que ces rumeurs-là arrivent en même temps que du coup, évidemment, le fait que Intel veulent sortir aussi leur propre cache X3D qui serait le BLLC sur les prochains Core Ultra. Donc, ma foi, on va avoir la bataille des caches. À une époque, ils rajoutaient plus de cœurs. Non, à une époque, ils augmentaient la fréquence. Ensuite, ils ont commencé à rajouter plus de cœurs. Et maintenant, ils rajoutent plus de caches. Je ne sais pas quelle sera la prochaine bataille, mais on verra bien, ma foi. Ensuite, on a une autre news CPU par rapport à Intel, c'est le fait que vous avez deux CPU qui sont apparus sur un site de vente et qui s'appellent les Core 5 120F et Core 5 120. Alors, comme il y a Core dans le nom, ce n'est pas un Ultra. Et du coup, vous pourriez vous dire, OK, peut-être que ça fait tourner la même architecture que sur la 14e génération. Non, pas du tout. C'est basiquement un i5 12400 et 12400F rebagadgé avec un très léger boost au niveau du boost, parce que c'est 4,5 GHz au lieu de 4,4. Vous avez le TDP qui a un petit peu diminué, OK. Et du coup, ce CPU serait une version à pas cher que vous pouvez mettre toujours sur une carte mère en LGA 1700. Donc pas une carte mère pour les Core Ultra, c'est toujours la même carte mère que l'ancienne génération. Et ce qui est bizarre par contre, c'est que le prix annoncé serait de $216 et $246. Est-ce qu'ils ont... Alors, je ne sais pas s'ils ont fumé, je ne sais pas si c'est des prix qui sont clairement pas définitifs, mais si réellement, même s'ils sortent à $200 pour le plus cher des deux, c'est juste beaucoup de trop. Le 12400F, pour information, est un CPU que vous pouvez trouver à 120, 130 euros, si je me souviens bien. La dernière fois que j'avais regardé, en tout cas, c'est un CPU vraiment pas cher. C'est un CPU que vous pouvez acheter pour faire une petite config pas chère qui est pas trop mal. Donc là, le rebagadger, lui redonner un nom qui fait penser que c'est un Core Ultra, et puis le sortir pour plus cher, serait assez stupide. Ce serait même très stupide. Donc, ne vous faites pas avoir par ce processeur. Si vous pouvez l'acheter pour le même prix qu'un 12400F, ok, vous avez un boost légèrement supérieur. Aussi le fait que, comme il est plus récent, qui vient de sortir, il serait peut-être certainement mieux supporté dans le futur via des mises à jour de drivers importantes ou autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais à part ça, oui, non, il ne vaut pas, ça ne vaut pas la peine de payer plus cher pour ce processeur, on va être très honnête. Et puis enfin, nous avons AMD qui évidemment travaille sur le nouveau socket AM6 qui aurait, pour information, jusqu'à 2100 pins de connexion justement sur ce socket et normalement devrait pouvoir toujours supporter le refroidissement AM5 et devra apporter le support du PCI Express 6.0 et de la DDR6 notamment. Et pour ceux qui ont peur, qui disent «Oh non, AMD fait comme Intel». Alors, peut-être dans le futur, mais pour le moment, je vous rappelle qu'AMD avait indiqué qu'il supporterait le AM5 jusqu'à 2027. Donc oui, ce nouveau socket, pas pour tout de suite. On va en voir encore normalement les prochains Ryzen, qui seront les Ryzen 2000, on ne sait pas le nom, et peut-être encore une autre génération, et puis seulement après, on aura le socket AM6. Donc là, c'est très différent de Intel, où littéralement Intel est en mode « Oh, on a ressorti basiquement le même processeur. Il faut une nouvelle carte mère. » Ah, tout a changé, tout a changé. Mais bon, c'est juste Intel qui fait ça pour le moment en tout cas. J'espère qu'AMD va continuer dans cet aspect de supporter les cartes mères le plus longtemps. C'est seulement plus logique au niveau écosystème. Aussi, c'est juste plus logique au niveau du consommateur parce que si un consommateur a déjà la carte mère et que vous sortez un nouveau CPU, ce consommateur est plus enclin à rester chez vous parce qu'il n'a pas besoin de racheter une carte mère derrière. Alors qu'Intel, ils sont littéralement en mode oui, on a sorti les nouveaux Core Ultra. Ils sont moins puissants que la 14e génération. Et il vous faut une nouvelle carte mère. Vous pouvez payer dès maintenant. Imaginez à quel point c'était stupide d'avoir fait ça quand ils l'ont fait. Bon, bref, dans tous les cas, même si maintenant il y a eu des mises à jour et que ces nouveaux Core Ultra sont... Enfin, nouveaux Core Ultra. Les Core Ultra sont plus puissants maintenant. Voilà, c'est clair que ça ne donne pas envie si vous avez une carte mère en Z700 ou autre chose.
et que vous avez un 14e génération, 13e génération, ça donne pas envie de passer sur un Core Ultra. Si vous devez tout racheter, vous dites: «Moi, je vais peut-être passer sur AMD». Eh bien là, AMD, évidemment, comprend ça. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite le AM6. Ce qui est selon moi un peu dommage, c'est le fait qu'il supporte les refroidissements AM5. Vous allez me dire: «Aurélien, t'es fou!» Le fait qu'ils supportent les refroidissements AM5, c'est bien. Mais en réalité, il y a un problème avec le fait qu'ils font ça parce que l'AM5 supportait aussi déjà les refroidissements pour l'AM4. Et le problème de l'AM4, c'était que les processeurs AM4 étaient designés différemment des processeurs AM5 parce que c'est utilisé un socket différent. Les pins étaient sur le CPU. Donc le CPU était plus haut. Et comme il était plus haut, le refroidissement était plus haut par rapport à la carte mère. Et donc sur le socket AM5, ce qu'ils ont fait, c'est que la plaque de refroidissement qui est sur le CPU, qui permet de dissiper la chaleur sur une plus grosse zone et de protéger le CPU, eh ben, elle est plutôt épaisse en fait, même très épaisse. Et donc, ça coûte un petit peu en performance. Ça coûte un petit peu en performance de refroidissement en tout cas. Euh, c'est de l'ordre, si je me souviens bien, les tests avaient été faits, c'est de l'ordre de genre 5 degrés. Mais 5 degrés, c'est pas rien, hein, surtout pour ceux qui veulent maximiser leur PC. Et le problème, c'est que je me dis que pourquoi continuer avec cette distance qui est voilà, archaïque en quelque sorte. Peut-être que dans le futur, ils pourraient utiliser cet espace supplémentaire pour caser plus de choses, juste caser plus de couches sur le PCB peut-être. Je ne sais pas trop, mais une chose est sûre, c'est bien d'avoir le support des refroidissements M5, mais d'un autre côté, ben, ça apporte des avantages, donc je suis un peu partagé là-dessus personnellement. Donc voilà. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.